La politique du gouvernement est-elle vraiment pro-business? Qu'elle soit à cette heure pro-riche, pro-premier de cordée, oui. Quoique les grandes fortunes françaises avaient déjà accès à 1000 ficelles juridiques pour échapper au jeu de massacre fiscal. Le gouvernement a plaidé le ruissellement. Il ne s'est pas contenté d'alléger la fiscalité, il a surtout encouragé la détention des fortunes sous forme financière, favorisant de la sorte son recyclage en direction des actifs productifs, lorsqu'il s'agit d'actions et d'obligations, ou collectifs, lorsqu'il s'agit de titres publics. Mais il s'agit là d'une politique pro-business très indirecte et incertaine, car le financement de l'économie est ouvert sur les ressources financières du monde entier et n'est pas à ce point tributaire des fortunes nationales. In fine, ce qui compte véritablement, c'est l'attractivité des actifs productifs installés sur le sol français. C'est donc la rentabilité des entreprises qu'un gouvernement doit travailler s'il veut que le capital financier hexagonal ou étranger s'investisse sur le territoire. Alors, regardons à gros traits le volet véritablement pro-business de la politique gouvernementale. Côté fiscalité, il y a la baisse de l'IS à horizon 2022 et la transformation du CICE en baisse de charges. Côté réglementation, il y a bien sûr les ordonnances sur le travail, destinées d'abord à réduire le risque juridique sur le licenciement et assouplir le droit du travail. Il y a aujourd'hui ce nouvel objet juridique à multiples tiroirs, comme les affectionne Macron, que constitue la loi Pacte. Pour reprendre ces éléments dans l'ordre, disons de façon lapidaire que dans le domaine fiscal, Macron se contente de faire le service après-vente de Hollande. Il confirme et fige ce qui avait été acté. Il n'en fait pas plus et déçoit les entreprises, notamment sur le marécage de la fiscalité sur la production. Concernant les ordonnances travail, c'est un nouvel objet juridique foisonnant qui, après la loi Macron 1 de 2015, ouvre de nouvelles facilités pour les entreprises. Mais ces lois sont tellement tentaculaires que personne ne sait en évaluer l'impact véritable. Tout dépend du changement de comportement des acteurs privés. Or, en ce domaine, il y a bien souvent beaucoup d'inertie par rapport aux possibilités qu'offre la loi. Et il y a aussi le délai nécessaire pour que la jurisprudence se stabilise. Disons que dans le meilleur des cas, ce sont des réformes à infusion lente, même si l'on constate dès à présent une baisse sensible des recours au prud'homme. Idem pour la loi Pacte, explicitement dédiée aux entreprises. La loi incorpore plus de 70 mesures concernant l'épargne salariale, l'épargne retraite, l'allègement des seuils, en passant par les privatisations, la déréglementation des soldes, la commission de surveillance de la Caisse des dépôts, les expérimentations de véhicules autonomes, la réorganisation de l'ordre des experts comptables, la sécurisation des levées de fonds en crypto-monnaie, etc. Tout ça va dans le sens d'une facilitation de la vie et de la transmission des entreprises. Peu à peu, touche après touche, la France devient rapport Attali conforme. Tout y est, sauf cependant le point de croissance supplémentaire promis par ses concepteurs. D'où vient ce hiatus? Pourquoi la libération des initiatives produit-elle si peu d'effets apparents? D'abord parce que ces lois ne s'attaquent pas aux obstacles principaux que soulignent les enquêtes. Les entreprises butent 1. Sur la léthargie de leurs débouchés, 2. La difficulté des PME à attirer les compétences, et 3. Le poids de la fiscalité. Aussi volumineuses soient ces lois, elles ne résolvent aucun de ces 3 freins. Ensuite, parce que, comme ses prédécesseurs, le gouvernement est focalisé par la fausse bonne idée de drainer l'épargne des Français vers les entreprises, à l'instar des mesures facilitant l'épargne salariale. Ça marche en Allemagne, alors ça doit marcher en France. Sauf qu'en Allemagne, le développement de l'épargne salariale a été la contrepartie de la modération salariale et de la baisse des retraites. Et c'est cette réduction des coûts qui a porté ses fruits à terme en matière de compétitivité. Et c'est précisément là où le gouvernement en fait le moins, faute de marge budgétaire.